Bonjour, bienvenue à Cause Toujours, qui devient notre rendez-vous littéraire 2 fois par mois, grâce à la collaboration et la gentillesse de la TVCL. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nadine, la directrice de l'Association des auteurs des Laurentides, qui est située à Saint-Sauveur. Notre mission, c'est de vous faire découvrir tous les magnifiques auteurs québécois, particulièrement de la région des Laurentides. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai deux nouveaux auteurs, Ginny Martineau, qui est avec nous et qui a écrit D'une vie à l'autre, qui est un roman, et avec moi Charlotte, qui a écrit Le bonheur, la théorie par les emmerdes. Donc... Non, le bonheur par la théorie des emmerdes. Ah, pardon, le bonheur par la théorie des emmerdes, donc tout un programme, et un recueil aussi de pensées sur le bonheur, j'imagine. Non, c'est en général. En général, oui. Ok. Donc voilà, pour m'accompagner aujourd'hui, on va parler de résilience. On pense qu'actuellement, avec ce qu'on vit encore aujourd'hui, le Covid, la résilience va être probablement une porte de secours pour nous si on veut passer à travers sans y laisser trop de plumes. Donc tout de suite pour commencer, on va parler avec Ginny. Donc vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre D'une vie à l'autre, ce roman? Oui. Ben, en fait, premièrement, moi, j'ai toujours travaillé comme consultante en relations d'aide pendant plusieurs années. Et j'étais aussi, j'ai diplômée en hypnose, donc j'utilisais l'hypnose pour aider les gens. Et les personnes qui arrivent dans mon bureau, souvent, ont beaucoup de difficultés à accepter qu'il arrive des choses dans leur vie et qui ne sont pas capables d'arriver à avoir le contrôle sur leur vie. Et malheureusement, ces personnes-là ont de la difficulté. Mon rôle, c'était de les aider. Mais évidemment que quand on a à vivre ça, les gens vont arriver et vont dire je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? En fait, j'aurais pu écrire un livre là-dessus. On s'entend que sur la résilience, j'aurais pu écrire un livre, expliquer qu'est-ce que c'était et tout ça. Mais c'était pas ça qui me parlait, moi, personnellement. Et ce qui me parlait, j'ai voulu écrire un roman d'époque, okay, tel qu'on les connaît. Mais dans ce roman-là, il y a un personnage qui a justement beaucoup de difficultés avec la résilience. Ce personnage-là, lui, il en arrive des choses, puis il n'arrive pas justement à comprendre pourquoi ça y arrive à lui, puis pourquoi est-ce que le bon Dieu ne répond pas à ses prières, puis pourquoi ça ne marche pas son affaire. Alors, c'est sûr que j'ai préféré écrire là-dessus, parce que je me suis dit, les gens vont peut-être s'identifier à ce personnage-là, vont peut-être se poser des questions, puis peut-être qu'au fil des tomes, parce que ça, c'est un premier tome, mais il va en avoir 2, 3... et 4. Alors, peut-être qu'au fil de l'histoire, parce qu'à un moment donné, ça va évoluer, cette histoire-là, puis peut-être que ça va leur apporter des réponses. Alors là, vous touchez exactement au sujet que j'adore, à l'Association des auteurs des Laurentides. Nous sommes convaincus, c'est une évidence même, que dans la période actuelle très anxiogène, le livre est un bon compagnon. Le livre est une source de solutions ou au moins une source de rêve qui nous permet de sortir de notre petite réalité et d'aller vers d'autres réalités qui peut-être, pourquoi pas, vont nous inspirer. Donc j'aime beaucoup votre démarche parce que finalement, tout en se distrayant en lisant un roman, en réalité, on apprend peut-être d'autres manières de faire qu'on ignorait. Oui, on va chercher quelque chose. Oui. C'est ça, hein? Oui, on va chercher quelque chose. Alors, on parle de résilience et puis Charlotte parle de bonheur. Moi, j'aimerais bien... C'est quoi le bonheur? Le bonheur, dans le titre du livre... il y a une opposition, parce que je dis le bonheur par la théorie des emmerdes. Donc il y a le bonheur qui est le côté positif, et les emmerdes, que finalement le bonheur, tout le monde le cherche.
on y court après, et on n'arrive pas toujours à l'avoir, alors que les emmerdes, on ne les cherche pas, et tout le monde en a. Alors c'est un peu cette opposition qui fait que j'ai analysé les points forts de ma vie. On pourrait croire que c'est une autobiographie, ça ne l'est pas vraiment. C'est plutôt une analyse des points forts, et justement, je rejoins ce que dit Jimmy, c'est la possibilité de sortir positif d'un passage de plusieurs passages négatifs. Voilà. Oui. Donc, Voilà, c'est bref. voilà, encore une fois, le bonheur, c'est pas idéal, ça Voilà. se construit tous les jours. Et puis, c'est la résilience qui nous permet de transformer notre vie quotidienne Oui, telle puis, qu'elle est. il ne faut pas oublier aussi que les gens, souvent au départ, quand on est petit, hein, on a toujours hâte à plus tard. Et plutôt que de profiter du moment présent, ils remettent leur bonheur à plus tard. Ah, moi, quand je vais être mariée, ça va bien aller. Ah, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un. Ben là, j'ai hâte de me marier. Ah, j'ai hâte d'avoir des enfants. Mais là, c'est pas suffisant. Là. On ne dit pas, j'ai atteint mon but, j'ai des enfants, puis maintenant, ça va bien. On se dit, ah, ce serait le fun qu'on ait une maison. On n'est jamais comme content de ce qu'on a. Et puis, plutôt que de profiter de ce qu'on a, on est toujours en attente de quelque chose d'autre. Donc D'ailleurs- finalement, le bonheur, c'est ça? D'ailleurs, dans certaines réflexions que j'ai mises dans ce livre, je dis que on cherche toujours, on court toujours après quelque chose, on attend toujours quelque chose ou quelqu'un finalement. Tout à Ça fait. rejoint, tout à finalement, fait. ça rejoint un petit peu ce que... Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, le bonheur se cacherait dans notre quotidien, Bien sûr. tout simplement. On Et cherche puis- au loin. Et aussi, je rejoins madame en disant que le bonheur, il y a presque plusieurs sortes de bonheur. Il y a le bonheur qui nous est offert et il y a le bonheur qui nous est vendu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de consommation où ils emploient souvent le mot bonheur et les gens croient toujours, comme vous dites, qu'on va acheter ceci, on sera plus heureux. Il y a des matelas où on fait j'en parle dans le livre, de la publicité sur le bonheur, comme si le fait de dormir sur un matelas d'une marque extraordinaire, on n'avait plus de douleur, on n'allait plus avoir d'insomnie. Enfin, c'est aberrant, quoi. On est dans une société qui, chaque fois, vous suggère que si vous achetez ceci ou cela, on va être plus heureux. Alors que c'est Mais pas là- ça. Alors, les gens cherchent trop dans un bonheur acheté, alors que le bonheur, c'est quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau, finalement. Voilà, là, corrigez-moi si je me trompe, ce bonheur-là, c'est en fait du désir C'est ça, qu'on va assouvir. c'est ça. Et en fait, les publicitaires utilisent Ils notre utilisent. désir Voilà. Trop pour souvent. vendre du Oui, c'est bonheur. Mais le Oui, oui. bonheur ne se vend pas, il ne s'achète pas. Le bonheur, il se ressent. C'est ça. D'ailleurs, j'ai une citation où je dis l'argent, c'est pour en profiter, le bonheur, c'est pour le vivre. Ah, c'est Ça. bien. C'est bien dit. C'est pour ça que toutes ces pensées qui sont dans ce recueil touchent pas le bonheur, ils touchent tous les événements différents de la vie. Par exemple, je dis aussi, on est responsable de ses enfants, mais pas des adultes qui sont devenus. Et je crois que les parents, beaucoup de parents se retrouveront là-dedans. Oui, tout oui, à fait. tout à fait. Voilà. Oui, oui. Ça touche, c'est un éventail assez grand de réflexions que la vie m'a appris. Hum. Donc là, c'est intéressant parce que là, on touche finalement notre quotidien, C'est ça, le c'est le désir, quotidien. l'insatisfaction, cette recherche du bonheur permanent et cette fuite en avant permanente. Hein. Parce que le bonheur, on peut le ressentir en s'asseyant sur un banc, en écoutant les oiseaux, en voyant le soleil qui brille, en sentant la chaleur sur notre peau. Et c'est un instant de bonheur, ça. Et il y a quelque chose aussi que certaines personnes ont dû ressentir. Moi, ça m'est arrivé, tardivement, mais ça m'est arrivé. Ressentir un moment de bonheur par une bouffée de bonheur. C'est comme quelque chose qui monte. On ne sait pas d'où elle vient, on ne peut pas la provoquer. Elle vient ou elle ne vient pas. Et ça, c'est extraordinaire. Là, Oui. on se rend compte qu'on a touché le bonheur. Oui, mais là, C'est un ressenti. voilà. Là, quand Charlotte, je voudrais avoir l'avis de Ginny parce que Charlotte, elle dit le bonheur nous est offert, nous est donné. Je suis d'accord en partie avec Mais il faut elle. aussi,
il faut aussi aller le chercher. Voilà. Oui, Il faut aller le chercher. En fait, je vais vous dire une petite anecdote, OK? J'ai à un moment donné un couple qui vient me consulter parce qu'ils sont sur le point de se séparer. Et évidemment, je les reçois séparément pour voir un petit peu ce qu'ils ont à dire. Et ce couple-là a une fille qui est décédée à l'âge de 19 ans dans un accident d'automobile. Et le monsieur, ce qu'il me dit, lui, c'est, écoutez, on avait une enfant tellement merveilleuse, là, il dit. Si vous saviez comment est-ce que c'était une belle enfant. Et, tu sais, on a eu tellement de plaisir avec elle. On a été chanceux de l'avoir dans notre vie. OK? Alors que quand j'ai parlé à madame, c'était tout le contraire. C'était, je peux pas croire qu'elle nous a été enlevée. Moi, depuis qu'elle est partie, et s'il était sur le point de se séparer, ce couple-là, c'était parce que si monsieur essayait, après, parce que c'était pas récent, là, ce décès-là, ça datait quand même de peut-être 7-8 ans, et monsieur, lui, c'était comme, il retenait les bons côtés de ce qu'avait été sa fille, alors que madame, elle, tout ce qu'elle retenait, c'est, on l'a perdu, puis on est malheureux, puis on n'a plus le droit d'être heureux. Alors, le couple était sur le point de se séparer parce que madame, elle, si monsieur essayait de se sortir la tête de l'eau, elle Culpabilisée. Oh, ben absolument. Elle le culpabilisait. Tu sais, notre fille est morte, on n'a pas le droit d'être heureux, là. Tu sais, puis je dis toujours, il y a une petite phrase que je dis, c'est que c'est pas parce qu'on est dans l'eau qu'on se noie, c'est parce qu'on refuse d'en sortir. Oui, donc là, on voit aussi ces deux archétypes qu'on retrouve, être focalisé sur ce qui me manque ou être focalisé sur ce que j'ai. Oui. Et le bonheur est forcément dans ce que j'ai, pas dans ce qui me manque. Parce qu'il nous manquera toujours. Et ce qu'on espère aussi, il faut toujours avoir de l'espoir. Oui. Parce que si on n'a pas d'espoir, l'horizon est fermé. Oui, ok. Mais est-ce que l'espoir ne nous fait pas fuir le présent? Est-ce que l'espoir ne nous... Parce que l'espoir, ça veut dire que au lieu de me contenter de ce que j'ai aujourd'hui, je suis toujours dans l'attente. Oui, mais il faut toujours avoir un but quand même. Oui, oui. Pas trop lointain. Mais s'il n'y a pas un but pour avancer, c'est plus... On est moins motivé, voilà. Voilà, mais là, dès qu'on rentre dans le but, là, c'est un objectif, c'est plus de l'espoir. Moi, pour moi, l'espoir, c'est un peu passif, là, j'espère, voilà. C'est parce que ça pas dans le sens... ça va pas tomber du ciel, comme on dit. Pas dans le sens passif, mais avoir je dirais pas un but, mais un horizon qui s'ouvre, voilà. OK. Qui est toujours un mouvement, pas comme vous dites, attendre que ça tombe tout seul, mais qu'on soit dans la mouvance, voilà. Ça nous permet d'avancer. Il faut pas oublier une chose, on parlait de résilience. La résilience, c'est la capacité d'être capable de passer par-dessus les aléas de la vie qui ne sont pas toujours tels qu'on les voudrait. Okay? Et quand on réussit à passer par-dessus les aléas de la vie qui sont difficiles, est-ce qu'on n'y voit pas un peu de bonheur? Est-ce que c'est pas là qu'on va voir une source de dire, écoutez, je vais vous avouer quelque chose, je pense que je ne suis pas gênée de le dire. Premièrement, moi, je suis présentement en train de combattre un 3e cancer. Et j'ai appris en 2019 que j'étais atteinte de la maladie d'Alzheimer. Okay? D'où mes petits cartons, la mémoire des fois. Hein? Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu se laisser décourager par la situation, puis dire, mais c'est sûr que moi, j'ai travaillé avec les gens à les aider à se sortir la tête de l'eau. Alors, je ne pouvais pas me laisser m'enfoncer. Ça aurait été contre ce que je prônais avec les autres. J'avais intérêt à mettre en pratique ce que j'avais appris aux autres. Et ça m'a permis de me dire, regarde, la vie m'offre du temps. Moi qui voulais écrire depuis si longtemps, puis que j'avais jamais le temps, au lieu de me sentir découragée par les chirurgies, puis par les traitements qui s'en venaient, je vivais dans la famille de Paul Lambert. Moi, j'étais avec eux autres. Et puis, pendant cette période-là, je trouvais du bonheur. J'étais très heureuse de ce que je vivais. Oui, c'était pas facile, il ne faut pas se cacher ça, mais il y a des journées que je sortais pas de mon lit, là, on s'entend. Mais le lendemain, j'allais mieux, puis
je reprenais mon crayon, puis je sortais mon ordinateur, puis on continue, là. Donc, j'ai trouvé quand même une façon de traverser ça sans me laisser abattre. Puis c'en était une forme de bonheur, si on veut, là. Bien sûr. Là, en fait, on se rend compte aussi que le bonheur passe par s'occuper d'autre chose que de soi. Hein? Bien sûr. Écrire, Bien sûr. Oui, c'est s'occuper très des important autres. aussi. Oui. Hein? Si on reste uniquement centré sur soi, ben, le petit grain de sable devient vite une montagne infranchissable et qui nous anéantit. Alors que finalement, dans le quotidien, le fait de se tourner vers un projet, là, j'ai aimé quand vous avez dit, moi je vivais avec la famille Oui. Lambert. Mais c'est ça en tant que lecteur aussi. Hein? Bien Quand sûr. on plonge dans un livre magnifique, on oublie notre vie là. On devient, on suit nos personnages, on s'identifie éventuellement à un personnage et on oublie nos petits malheurs et éventuellement on va être ému, pleurer pour les malheurs Et du voir personnage. justement les malheurs des autres. Oui, oui. Ça Oui. évite d'être trop centré sur soi et de boucher l'horizon. Ça revient à ce que je disais, le fait d'avoir un horizon ouvert vers les autres, ça permet justement d'abord de dépasser ses propres problèmes et puis d'avoir de l'espoir. Oui, de l'espoir. Là, je le comprends. Voilà. Voilà. Oui. Là, je le comprends. Des ouvertures, des Oui, des possibles, ouvertures. Oui. hein, Oui. qu'on ignore parce qu'on est vite enfermé dans nos petites vies étriquées. Et on se dit, ben là, tu sais, j'ai tout fait là, j'ai pas d'autre solution. Alors que c'est faux. Oui, puis l'espoir, comme Charlotte le dit, l'espoir est important parce que si on perd l'espoir, on se renfonce dans le malaise dans lequel on est Voilà. et c'est là qu'on refuse d'en sortir. Alors que si on voit une lumière au bout du tunnel, si on arrive à se dire, bon, écoute, ça se peut pas que, oui, ça va mal, mais ça va finir par passer, il va finir y avoir par quelque chose après. Vous savez, on vit en pleine pandémie présentement. Bien, c'est sûr qu'il y en a il y a deux façons de penser. Il y a ceux qui sont prêts à faire ce qu'il faut, puis il y en a qui n'y croient pas. Mais en réalité, c'est important de penser qu'il va y avoir un après. C'est l'espoir Bien de sûr. se dire, ben écoute, là, je veux dire, oui, c'est pas facile, mais ça ne durera pas toute la vie, ça, là. On va avoir un après, puis la vie va recommencer. Et c'est ça qui nous tient, l'espoir de dire, ben oui, on va y arriver. Donc, en fait, j'ai une phrase qui me vient pour finir cette première partie. On va continuer après la pause. Ce serait de dire, de toute façon, tout finit par finir. Mhm. Hein, tout finit Ouais. par finir. La vie est une évolution permanente, un changement permanent. Et puis, on voit au travers de vos propos que le bonheur tient aussi au changement, hein, s'adapter à important. ce qui est aujourd'hui. Laisser de la place à l'après. Ouais. Ne Ouais. pas Alors, rester fixé sur le moment présent, toujours penser que l'après, on va pouvoir l'améliorer déjà. Ah, je suis bien d'accord Ça avec va. toi. ouais. Vraiment. Voilà, donc c'est parfait. Je pense qu'après la pause, c'est de l'après qu'on va Voilà, parler c'est ça. après la pause. J'ai envoyé le mot. Et de mettre en pratique vraiment la résilience. Donc, on se retrouve, vous êtes à Cause Toujours, on se retrouve dans un petit instant après la pause. À tout à l'heure. Bienvenue, nous voilà de retour. Nous sommes toujours sur Cause Toujours, notre heure littéraire. Je suis Nadine de l'Association des Laurentides. Nous sommes sur la TVCL que nous remercions de nous donner l'opportunité de vous parler de littérature et de vous présenter nos auteurs des Laurentides. Donc, nous étions avec Ginny Martineau et Charlotte. Nous parlions de résilience. Nous avons développé déjà tout ce qui touchait au bonheur, au désir, ne pas confondre avec le bonheur. Et puis, on parlait de l'après. Donc, après, c'est le changement. On revient, on va trouver aussi une sorte de bonheur si on accepte
le changement. On a dit tout à l'heure, accepter les choses, hein, Ginny l'a bien dit, accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, avec ça, en faire quelque chose d'autre. Après. Hein. Après, on fait quoi avec tout ça? Et c'est là que peut-être qu'une source de bonheur va exister dans le mouvement, dans le changement. Sinon, si on reste figé, la vie n'est pas figée. Bien Si sûr. on reste figé, on se met en résistance. Et puis là, on commence à souffrir. On commence à dire, ben, j'ai pas ce que je veux, ça marche pas comme je veux. Et puis on est figé dans la situation. Oui, puis il y a des gens en plus qui sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à apprécier ce qu'ils ont. Puis le après, ça devrait être ça. Ça devrait être, je me suis battue pour obtenir quelque chose, puis maintenant que je l'ai, ben, il faudrait que j'en profite. Mais non, les gens, ils ont toujours tendance à vouloir en vouloir plus. C'est toujours d'aller plus loin. On a quelque chose, mais c'est pas assez. Vous savez, quand on est jeune, hein, on veut se marier. On a hâte de ça, de se voir avec une belle robe de mariée. Puis une fois que c'est fait, ah ben là, on veut des enfants. Puis après ça, ben, on veut une maison. Puis après ça, on veut... Donc, on n'est comme jamais satisfait de ce que l'on a. Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on n'est pas satisfait? Là, on voit dans la situation que l'on traverse là depuis plusieurs mois, il y a plusieurs types de réactions. Hein. L'être humain est riche, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Il y a ceux qui attendent que ça revienne comme avant. Mais ça ne sera jamais comme avant. Mais en plus, c'est un paradoxe. Moi, ça me fait rire parce que je leur dis, ben, c'est parce que avant, vous disiez qu'il n'y avait rien qui allait. Là. Vous en aviez assez de prendre votre voiture, d'être dans les embouteillages, il n'y avait rien qui allait. Et là, ils le recherchent. Mais vous voulez revenir comme avant? Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Il y a un non-sens. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui qui nous est donnée de dire, waouh, je recrée et je corrige des choses qui ne me convenaient pas finalement et aller vers quelque chose de nouveau. Et là, le bonheur, parce que il y a un côté jouissif de voir reconstruire et puis notre de vouloir vie. Créer quelque chose. Hein, c'est merveilleux, ça. L'important, c'est de rester ouvert. Alors que beaucoup de personnes sont toujours en attente, mais sans but, sans vision plus lointaine. Le fait de rester ouvert permet d'analyser tout ce qui va arriver et là, en tirer le plus de profit. Oui, tout à fait. Parce que sinon, on reste stable. C'est ça, figé dans une attitude, figé dans tout. Oui. Dans des gens, on dirait presque psychorigides. Mais qu'est-ce que c'est qui amène la personne à ne pas bouger, à rester dans cette attitude? C'est le gain, il est où le gain? Ne pas faire d'efforts, excusez-moi. Oui, ne pas faire d'efforts, attendre que les choses viennent de l'extérieur, alors que les choses doivent d'abord venir de nous, et puis ce qui va venir, il faut l'adapter à l'extérieur, mais pas faire l'inverse. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Souvent, les gens vont, comme Charlotte vient de le dire, oui, les gens ont tendance à un moment donné à rester passifs et attendre que tout tombe du ciel, sans faire d'efforts. Mais c'est sûr que si on ne fait pas... Et en plus, il y a du bonheur à faire de l'effort. Ça peut paraître drôle, mais on est fiers de nous, on ressent une certaine fierté. On est bien, on est fiers de ce qu'on a fait. Et puis, oui, ça peut être une forme de bonheur. Donc, dans l'après, il y a une façon, à un moment donné, d'acquérir du bonheur en ne restant pas stable et à attendre que tout tombe du ciel, mais en réagissant. C'était le mot que je cherchais. Important. Oui. Est-ce que la peur aussi amène à rester figé, la peur de perdre sa sécurité, son confort? La peur de perdre, finalement, nous immobilise en disant, bah, écoute, c'est peut-être pas terrible ce que j'ai, mais... Mais qui ne tente rien n'a rien non plus. C'est ça, il y a deux positions. Il y en a qui sont prêts à relever les défis. À tout perdre pour peut-être avoir plus, ou différent, ou mieux. Et puis, il y a ceux qui se contentent de dire, bah, écoute, j'ai ça, là. Oui, mais il y a aussi le milieu entre les deux. Là, vous parlez des deux extrêmes, pour ainsi dire, mais il faut mettre à profit, je dirais pas ses échecs, mais mettre à profit ce qu'on a acquis, ce qu'on a appris,
pour essayer de se mesurer à ses propres limites, voilà. Ne pas vouloir faire trop. C'est une question de caractère. De dosage. Et de l'âge aussi. De personnalité aussi, oui. La personnalité, Ah oui, quand même. tout ça. Oui, Parce qu'on relève des défis à tout âge. à tout âge. On Puis relève on des fait défis. avec ce qu'on est. C'est sûr Voilà, que c'est ça. quelqu'un qui est très dynamique va relever plus de Plus défis que facilement, quelqu'un oui. qui est beaucoup plus calme et pondéré. Oui, mais elle fera ça différemment. La personne fera plus d'éclat, et puis l'autre fera quelque chose de plus mesuré. Mais le résultat est le même, ça dépend comment. Mais je pense que si on réussit à être satisfait de ce qu'on a fait, à être fier de ce qu'on a fait, on est bien dans la vie. Donc, il faut déterminer ce que l'on est et ce que l'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Je pense que c'est ça qui va faire la différence entre je suis heureux ou je ne suis pas. Il y a des personnes qui vont atteindre certains buts et ils vont être heureux de ça et ils vont en profiter pleinement, alors que d'autres, au lieu d'être heureux et d'en profiter pleinement, ils vont courir après autre chose. Puis là, ben là, ils se remettent encore à être dans la possibilité de réussir ou de ne pas réussir. Je pense que c'est d'être capable d'accepter la vie, ce qu'on a obtenu, d'en être heureux. Parce qu'il y a bien des gens qui ont tout pour être heureux, puis tu leur demandes s'ils sont heureux, puis ils ne le sont pas. Est-ce que ça ne demande pas aussi un certain recul sur soi-même, sur sa propre vie, plutôt que d'être toujours le nez, comme on dit, dans le guidon? Mm-hmm. Et puis C'est très important. Parce que c'est ça, les gens qui croient n'avoir rien pour être heureux, et qui sont réellement malheureux, hein, et qui croient avoir toutes les raisons du monde d'être malheureux, si on leur donne une vision un petit peu plus éloignée de leur vie, en montrant peut-être par rapport à d'autres, que eux, ben, ils ont un toit, ils ont à manger, ils ont chaud, ils ont un travail, ils ont des gens autour d'eux qui les aiment. Oh, t'as tout ça là, tu sais, il y a plein de gens qui n'ont pas tout ça là. Les gens sont portés beaucoup à se comparer. Hein? Beaucoup. Ils se comparent aux autres. Et malheureusement, c'est pas bon parce que ben, il y a une personne, il n'y a pas si longtemps, qui me disait, parlait de ses doléances sur la vie, sur ce qu'elle avait à vivre. Mais c'est une personne suffisamment près de moi pour que je puisse me permettre de dire des choses que j'aurais peut-être pas dit à une autre personne. Et je dis à cette personne-là, oui, mais regarde, il y a des personnes qui vivent dans des pays où ils n'ont rien à manger, où ils ne sont pas habillés, où ils ne... Et puis, toi, dans le fond, t'es chanceuse. Elle dit, ouais, je ne vis pas là non plus. Je dis, non, peut-être que tu ne vis pas là, mais tu aurais pu vivre là. Est-ce que tu as choisi, toi, de venir au monde ici? Puis est-ce que tu as choisi de venir dans un pays où tu as à manger chaque jour, puis tu n'as pas à courir après ta nourriture? Bien, dans le fond, c'est ça. Tu sais, c'est comme de dire... c'est comme de dire, je ne profite pas de ce que j'ai, mais je suis toujours à la recherche de quelque chose, puis je ne suis jamais satisfait. Mais c'est ça, on peut pas atteindre le bonheur si on n'est jamais satisfait, là. Et puis, ben oui, il y a des gens qui sont plus riches que nous, puis il y en a qui sont plus pauvres. Mais est-ce que ça empêche d'être heureux? Est-ce que c'est le signe de Pierce qui rend heureux? Pas nécessairement. C'est redonner de la valeur aussi à nos vies, à ce que contient nos vies, que ce soit des choses, des gens, des relations, donner de la valeur à la santé. Par exemple, oui. Hein, moi tu sais, j'ai des amis qui vont se plaindre de leurs enfants, et puis je leur dis, vous avez des enfants qui sont en bonne santé. Et voilà. Voilà, pour moi, tout est dit là. Oui. Mais bien sûr que vos enfants, ils vont vivre des déceptions, ils vont divorcer, ils vont perdre leur travail, ils vont être malheureux, ils vont avoir l'impression que c'est la fin de leur vie. Ils vont apprendre la vie. Mais ils sont vivants. Ils sont vivants et ils sont suffisamment en santé pour vivre pour affronter tout ça. Bien sûr. Et pour moi, c'est redonner de la valeur à la vie, redonner la valeur à tout ce qui fait notre vie finalement, hein, et qui disparaît dans nos sociétés où
on court toujours après un plus, un mieux, un différent. Et surtout, les gens veulent répondre à une image qu'on leur propose. Il faut ressembler, il faut avoir un quota en tout. Il faut avoir une maison comme ça, une voiture comme ça, il faut être habillé à la mode, On répond trop à des critères établis. On devrait davantage faire les choses à sa mesure. Par rapport à soi. Oui, c'est ça, par rapport à ça. Les gens ils veulent vivre des vies des fois qui ne sont pas les leurs. Et c'est là qu'ils sont malheureux. Oui, là on retrouve Ginny qui disait se comparer, c'est pas une bonne chose. Non. Tout est relatif. Voilà, mais c'est difficile parce que moi, vous voyez, moi je vais me servir de la comparaison pour me rendre compte combien ma vie est riche et pleine et satisfaisante. Puis d'autres fois, on va se comparer pour se rendre compte, moi j'ai pas ça. Mais est-ce que je le veux, ça? Voilà. Ce dont elle a besoin, est-ce qu'elle l'a? C'est ça? Oui, il ne faut pas oublier aussi que c'est bon de se comparer, comme vous dites, dans le sens de il faut que je m'améliore, il faut que je change des choses, et puis je suis capable de réussir, puis de se motiver. Mais il faut aussi savoir la différence entre je dois m'arrêter et être fière de ce que j'ai fait, ou si je dois toujours pédaler pour m'en aller plus loin, puis même pas savoir où je m'en vais au bout du fil. Courir après l'impossible. Oui. Et c'est facile de se perdre. C'est tellement tentant de dire... On rejette la faute sur l'autre. Voilà, on voit quelque chose et on dit « Ah, j'aimerais bien avoir ça ». Et puis, il faut prendre un temps et se dire « Ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Pourquoi j'aurais sauté? Pourquoi ?» On voit des gens qui vont s'acheter un spa et puis... Ils y vont 10 fois, puis ensuite, terminé, pendant des mois, ils mettent plus les pieds dedans. Donc, en réalité, c'était pas un véritable besoin. Ça correspond à une publicité, mais c'est pas à leurs besoins réels. C'est ça. Oui, soit une publicité, c'est possible aussi, ou soit aussi pour impressionner les autres. Oui. Pour être comme tout le monde. Soit pour être comme tout le monde, ou pour montrer que nous, on a un spa chez nous, on a la piscine, on a ci, on a ça. Puis finalement, c'est bien beau, là, mais est-ce que c'est un besoin ou tout ce que tu veux, c'est impressionner les gens? Est-ce que ça te rend heureux? On parlait du bonheur tantôt. Est-ce que c'est ça qui rend heureux? Probablement pas nécessairement. Si j'étais tout seul, moi, sur la planète, il y a bien des choses que je ferais peut-être différemment que maintenant. Parce que oui, il y a une part de nous qui a besoin de donner une image de ce qu'on est aux autres. Mais est-ce que c'est nécessaire? Ça reste à déterminer. Mais en fait, on trouve ça dès tout petit. Les enfants, ils veulent des jouets, des cadeaux. Ils les ouvrent, ils jouent, on dit, tous les parents ont vécu ça, ils jouent un jour avec, 2 jours, et puis hop, c'est tassé dans un bord, et puis ils vont jouer avec les boîtes en carton. Les boîtes, voilà, j'allais vous dire, on l'a connu. Oui. En réalité, ils ont répondu à un désir d'avoir ce que le copain a, ce qui est passé à la télévision en publicité, mais en réalité, comme ça répond pas à un réel besoin chez eux, très vite, ils s'ennuient avec ce jouet. Et par contre, ils vont aller construire quelque chose où là, ils vont y passer des jours et des jours et des jours avec la notion de fierté. T'as vu, papa, regarde, j'ai construit ça avec des bouts de bois, des cailloux, Et là, il y a une fierté. Donc, voilà. on retrouve vraiment tout ce que vous apportez, là, tout ce que vous dites. Il y a aussi la vision, moi, par mon accent, vous entendez que je suis une immigrée. Je suis arrivée au Québec il y a une 15aine d'années. Et puis, j'avais déjà fait ça dans un autre pays, donc je n'étais pas à mon premier. C'est très curieux d'arriver et les gens vous disent « Qui es-tu » Qui es-tu? Et quand on arrive et qu'on n'a pas de travail, pas de maison, pas de famille, pas d'amis, pas d'histoire passée sur le pays, c'est très difficile. J'avais beaucoup de difficultés à dire « je suis Nadine », ok? Et puis, t'habites où? Tu as quoi? Et là, j'ai découvert que finalement, les gens se définissaient
Ah, oh, il a ça comme voiture. Ah, il habite dans cette maison. Ah, t'habites à Saint-Sauveur. Ah, et on définit les gens par rapport à ce qu'ils ont. Ah, tu es ingénieur ou tu es vendeuse dans un... On définit immédiatement les gens. Mais quand on n'a plus ça, wow, c'est difficile de se définir et de dire à l'autre qui je suis. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce qui fait ce que l'on est, c'est notre vécu, c'est nos souvenirs, c'est c'est ça qui a fait la personne que l'on est. Parce que si on n'aurait pas notre vécu, exemple, si on parlait de santé tantôt, si on n'a pas à affronter des problèmes de santé, les personnes vont dire, bon, oh mon Dieu, ils en font tout un plat, ça, c'est pas si grave que ça. Ben non, eux autres, ils n'ont pas vécu. OK? Donc, ils n'ont pas la même pensée, ils n'ont pas la même façon de... Ce qui fait ce que l'on est, c'est notre vécu qui nous a amenés à ce qu'on est aujourd'hui. Oui, mais c'est très curieux parce que ça intéresse beaucoup moins les gens. Moi, j'avais que ça à offrir. Donc, je disais, ben, je suis une voyageuse, je suis une immigrée professionnelle, je vais d'un pays à l'autre, j'ai vécu en Guyane, maintenant, j'aime ce pays, je parlais de ce que j'aimais. Je voyais bien que j'étais beaucoup moins intéressante. C'était pas assez solide pour eux. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour vous dire à quel point... je cherche le terme là, qui ne veut pas venir, à quel point l'argent et tout ça a de l'importance. Le matériel, merci. C'est ce que je cherchais. À quel point ça a de l'importance, parce que comme vous disiez tantôt, quand vous rencontriez les gens, ce qui ont d'important à dire, c'est ma maison, c'est mon auto, c'est oui, oh wow, lui, as-tu vu quelle sorte de voiture il conduit? C'est tout ça qui fait que les personnes... Oui, mais c'est plus facile justement de s'abriter derrière des éléments extérieurs, une belle voiture, une belle maison, que de se montrer tel qu'on est au fond. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose à montrer aussi. Alors ils comblent ce vide par des éléments extérieurs. Oui, qui les flattent. Une belle voiture, c'est toujours... Puis c'est à se demander si justement ces gens-là s'intéressent tant que ça à la personne elle-même plutôt que de s'intéresser. Je dirais même, est-ce qu'ils s'intéressent réellement à leur vie ou ils veulent juste la combler? Voilà, c'est ça, la combler. En monter un décor de film. Donc, on va pouvoir continuer probablement vers les solutions, comment gérer tout ça après la pause. On va se retrouver pour continuer. Donc, voilà, on est toujours à l'émission littéraire et on va se retrouver après une courte pause. À tout à l'heure. Merci. Rebonjour, bienvenue pour la dernière partie de Cause Toujours. C'est une heure littéraire avec l'Association des auteurs des Laurentides et deux invités, Ginny Martineau et Charlotte. Nous parlons de résilience, de bonheur. Quel sujet actuellement on en manque de bonheur ou on croit en manquer du moins. Charlotte, vous avez écrit un livre, Le bonheur par la théorie des emmerdes. Vous nous disiez en début d'émission que c'était pas une autobiographie, mais inspirée de votre vie. C'est-à-dire, j'ai analysé les points forts de ma vie. Voilà, comme j'ai eu une vie assez mouvementée, avec beaucoup de problèmes à résoudre, ça m'a permis de faire le point, de prendre du recul. Vous parliez tout à l'heure du recul. Je crois que c'est une bonne chose aussi de pouvoir analyser par la suite ce qu'on a traversé et d'en être fier, comme vous dites. C'est ce que je pense. Et donc, la théorie des emmerdes, parlez-nous de ça. Mais la théorie des emmerdes, c'est un mot un petit peu qui englobe beaucoup de choses. C'est ce que tout le monde traverse dans la vie. Parce que, je dis dans mon livre, là, dans ce petit recueil, que la vie nous est donnée sans mode d'emploi, sans coach à l'horizon, et qu'il faut faire avec. Et je crois que ça donne de bons réflexes, et avec le temps et le recul, ce fameux recul dont on a besoin de le faire, permet d'avoir une vision globale
de ce qu'on a passé, et après on en est fier quelquefois, souvent même. Donc en fait, la vie, c'est on nous jette un petit peu à l'eau, puis c'est quand on est dans l'eau qu'on apprend à nager. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Il n'y a pas de Il n'y a pas de théorie. recette. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de coach. Il n'y a Non, pas de. Il n'y a rien. Aucun mode d'emploi. Voilà. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais chemins. Tous les chemins sont les nôtres. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Oui, comme tous les chemins mènent au bonheur, on va dire. Voilà. Notre chemin, il est personnel. Oui. Il doit être personnel. Mais tous les chemins mènent au bonheur, mais c'est pas tout le monde qui atteint le bonheur. C'est pas pour rien qu'il y a tant de suicides, malheureusement. C'est que les gens, au lieu de se rendre jusqu'à la période où ils pourraient être heureux ils sont toujours à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas. Et malheureusement, ils s'arrêtent en chemin. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et ça semblerait que malheureusement, avec la période qu'on vit présentement, c'est quelque chose qui est difficile pour plusieurs personnes. Donc, il faut être capable d'avoir beaucoup de résilience et d'attendre que les choses se tassent un peu pour se dire, bien, il va y avoir une fin avec ça. Parce que si on se dit ça n'aura pas de fin, c'est très, très déprimant, on s'entend, là. Donc, là, moi, c'est ça. J'aimerais bien qu'on tire quelques, je sais pas moi, quelques solutions, quelques lignes de conduite, qui vont nous aider finalement d'abord à passer des périodes difficiles et puis éventuellement à aller cueillir le bonheur qui est peut-être plus proche qu'on l'imagine. Donc, c'est sûr que là, on vient de parler de deux éléments, là. C'est prendre du recul, parce que c'est pas en étant, quand on le sait, hein, quand on cherche trop quelque chose, ben, on ne trouve pas. C'est en lâchant prise et puis en disant, OK, ça va venir plus tard. Ça c'est une des solutions, hein, une des possibilités. Ne jamais oublier que tout passe. Il y a une fin à tout. Donc même les plus intenses douleurs, même les plus grandes souffrances. C'est un peu de ça que je parle d'une vie à l'autre. Dans le roman, c'est un peu de ça que je parle parce que le personnage principal a tellement de difficultés avec les aléas de la vie qu'il n'arrive pas à passer au travers. Et moi, j'ai inclus quelque chose. Bon, ça, évidemment, ça dépend des gens. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais moi, ça, c'est mes croyances personnelles. Moi, je crois en l'âme. Okay? Je crois qu'il y a une vie après la vie. Donc, pour moi, ça fait partie de ma façon de penser. Et je l'ai intégré dans ce roman-là. Donc, ce personnage-là, qui est Paul Lambert, le tome 1, bien, il y a une âme, Paul. Et puis, cette âme-là, elle a son petit mot à dire de temps en temps parce que c'est un personnage invisible dans le roman qui dit son petit mot de temps en temps et qui va amener le personnage à évoluer. Alors, est-ce que dans notre vie de tous les jours, moi, je me dis, oui, ça arrive des fois qu'on a comme comment je dirais ça? J'essaie de trouver le bon mot, là. Il y a quelque chose qui nous pousse vers. On ne sait pas d'où ça vient, mais est-ce que ce serait pas ça, justement? Ça serait pas ce qu'on a à l'intérieur de nous? Cette étincelle? Oui, qui nous pousse à agir d'une façon plus que d'une autre. Je sais pas, Charlotte, ce que vous avez à dire, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion. Ah non, mais la dimension spirituelle, on le sait, là. Oui. L'être humain, nous avons une dimension spirituelle. C'est ce qu'on appelle un peu la petite voix. Est-ce que les gens ne s'écoutent pas assez? Ils sont perdus dans un bruit général, qui est orchestré d'ailleurs, avec cette vie qu'on nous impose presque. Il faut répondre à des critères très précis. Et les gens ne prennent pas le temps d'une certaine introspection. Alors sans tomber dans la méditation et tout ça, moi je ne suis pas tellement branchée sur certaines choses, mais la petite voix qu'on a au fond de soi, ce que vous disiez, de s'écouter davantage, écouter ce dont on a besoin, écouter de quelle façon on vibre pour certaines choses. Et je crois que les gens se perdent parce qu'ils vont dans des chemins qui ne sont pas les leurs. Excusez-moi, c'est probablement ça, Charlotte.
que vous avez voulu mettre dans votre livre et faire comprendre aux gens. C'est ça que vous avez vécu. Vous avez vécu des choses difficiles et il y a une petite voix en vous qui vous a poussé à dire C'est ça. je me laisserai pas aller puis Ouais, je vais il ne faut réussir. pas copier ce que font les autres. Ça peut toujours aider, parce que ça donne des idées, on se rend compte du chemin que ces personnes ont parcouru, on se dit pourquoi moi je ne ferais pas aussi pas la même chose, mais cet effort de sortir de mes problèmes. Mais c'est cette petite voix qu'on a en nous qui nous pousse et les gens ne l'écoutent pas. Même il y en a qui l'ont jamais entendu, qui l'ont jamais ressenti. Et le message, je suppose, le message que vous avez voulu passer par votre Voilà, livre, c'est c'est ça. de dire aux gens, ben écoutez, moi je m'en suis sortie, vous êtes capable aussi de vous en sortir. Exactement. OK. Personne n'est plus que l'autre. Simplement, on réagit différemment. Je pense que c'est ça. OK. Et finalement, cette dimension spirituelle, cette petite voix, cette âme, ça nous permet aussi de nous décoller de notre petit quotidien. Prendre du recul, c'est très important. Des fois, on se dit, ben, plus rien n'a de sens là, et qu'est-ce qui m'arrive? Tout me tombe dessus. On est anéanti, et puis on n'arrive plus à trouver du sens finalement. Un sens à sa vie, oui. Donner du sens, je ne sais pas si c'est à la vie, mais donner ce du qui sens arrive. aux choses, voilà, À ce qui à ce arrive. qui arrive, et non pas se sentir comme une pauvre victime, Voilà. un objet là, une petite coquille de noix qui est ballottée sur le fleuve, et puis il va arriver là ou là, on ne sait pas, C'est ça. il n'y a plus de sens. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, vous voyez, encore une autre chose qu'on tire de votre expérience et de vos livres, c'est de s'écouter, Voilà. d'écouter sa petite voix. Avoir confiance en soi et pas toujours se comparer aux autres. Parce que chacun a son chemin de vie et chacun va réagir différemment aux problèmes qu'il va traverser. Donc, ce que ma petite voix me dit, elle a raison pour Elle moi. a raison parce qu'elle est faite pour vous. La mienne est faite pour moi. Oui. La vôtre est faite pour vous. Et à ce moment-là, on réagit différemment. Et c'est ce qui est enrichissant, c'est de voir un peu au travers des livres comment les autres ont réagi. Et on se dit, ben dans le fond, puisque cette personne est arrivée, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Différemment, avec des chemins différents, parce que chacun est différent. C'est tout à fait vrai. Et non seulement c'est tout à fait vrai, mais on a tous des choses à vivre et chaque personne, Voilà, comme chaque tu le chose, dis, des est choses à dire. différente. Donc, c'est ce qui fait, à un moment donné, que des personnes qui ont, par exemple, une mère de famille qui a beaucoup d'enfants puis qui est très heureuse dans ce contexte-là, elle, ça fait partie de son bonheur. Elle ne se serait pas vue, mettons, sans enfants. Alors qu'une autre personne Voilà. qui, elle, ne se verrait pas avec des enfants, elle se respecte dans son choix en se disant, moi, je serais pas une bonne mère, je serais pas bien là-dedans, c'est pas quelque chose qui me... Donc, il faut quand même se respecter parce que c'est là où on va trouver un cheminement qui nous appartient en propre, qui n'est pas D'ailleurs, celui des autres, mais le nôtre. Je disais souvent, quand les gens avaient des problèmes, je leur disais, la première personne avec laquelle on vit, c'est nous. Alors comment voulez-vous être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même? Ah oui, c'est vrai. Bon. Et là, dans la période actuelle où c'est vrai que les habitudes sont un peu brassées, ce qui était acquis est comme remis en cause. Les gens, j'entends beaucoup, les gens sont un peu perdus, ils n'ont plus de repères comme avant. Ben, On en trouve d'autres. c'est nous, c'est à l'intérieur de Voilà. nous qu'on va trouver finalement les solutions. Peut-être que cette période, qui était comme un carcan, est en train de s'effondrer, se fissurer, pour nous laisser l'opportunité De d'aller faire trouver naître en quelque nous chose d'autre. Voilà, c'est très important. notre chemin. Il ne faut pas oublier, moi j'ai dit au départ que j'étais consultante en relation d'aide, il ne faut pas oublier que Charlotte, vous étiez psychologue. Oui, OK. enfin, Alors ça, c'est important parce que ça nous permet, quand on écrit nos livres, d'y inclure ce que l'on a appris soi-même et ce qu'on a voulu transmettre aux autres. et ce qu'on a appris à travers les autres aussi. Oui, parce que tout à l'expérience fait. des autres nous a apporté quelque chose. Alors ça fait partie de notre bagage humain. C'est un bagage qu'on transporte dans notre écriture, je crois. Bien sûr. Alors,
Je continue ma liste, moi, je ne perds pas mon ordre, je continue ma liste. Moi, j'ai entendu aussi, tout le long de l'émission, l'adaptation, l'ouverture. Hein, c'est quelque chose que Charlotte a beaucoup développé. Donc, l'ouverture et l'adaptation. Là aussi, ça c'est un point incontournable pour aller trouver notre propre chemin et notre bonheur. C'est indispensable de rester ouvert. Et là encore, on va contre l'actualité. Hein. Et là, le mot a un double sens, c'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui regardent, par exemple, la télévision, ben, on est formaté, il n'y a pas d'ouverture, c'est les mêmes choses qu'on nous C'est du catastrophisme organisé. C'est terrible, c'est terrifiant. Les gens qui passent leur temps devant la télévision, moi je ne l'ai pas. Quand j'en attrape des brides à droite... Il faut se tenir au courant, mais ne pas en faire non plus sa Bible. On a plein de moyens de se tenir au courant. Hein. On attrape des fils de radio un peu partout, il y a des journaux, il y a... Mais quand on baigne littéralement dans l'actualité telle qu'elle est décrite, ça nous amène à se formater finalement et à ne plus voir d'autres solutions que ce qu'on... On est anesthésié par les mauvaises nouvelles, c'est vrai. C'est ça. Donc là, en fermant, c'est sûr que notre adaptabilité, elle est mise à néant. Là. Bien sûr. C'est important de s'adapter, hein. C'est un terme qui est tellement important et qu'on néglige. Très important. C'est important de s'adapter parce que malheureusement, si on reste trop accroché à des choses qui ne nous permettent pas de nous adapter, forcément, on va être malheureux. Et puis, il y a des choses qui nous sont convenues. À un certain moment, ça allait bien. Mais les gens restent figés dans un mécanisme qu'ils avaient mis au point à un certain moment de leur vie. Ça fonctionnait très bien. Parce que les paramètres étaient les mêmes. Mais quand les paramètres changent, ils ne veulent pas changer leur façon de réagir. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que les choses qui correspondaient à un certain moment ne correspondent plus après. Donc, il faut s'adapter au moment où les choses se présentent. J'ai vécu en Guyane, donc j'ai vécu auprès des Amérindiens. Et les Amérindiens avaient un regard sur nous, les Blancs, la société occidentale, et ils nous disaient « vous êtes beaucoup plus en péril que nous parce que vous n'avez plus de capacité d'adaptation alors que nous, on l'a toujours. » Voilà. Et j'ai découvert en effet en lisant d'autres livres d'imminents auteurs que la force de l'humanité a été sur sa capacité d'adaptation phénoménale. Voilà. Hein, il y a eu des changements climatiques bien plus drastiques encore que ce que l'on vit. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Quand on prend les premiers hommes à aujourd'hui, on mesure l'intensité de l'adaptation qu'il y a eu. Et on est peut-être arrivé à un moment, je ne sais pas, anesthésié par notre confort, notre sécurité. On n'écoute plus dans notre moi profond, là, de l'instinct, finalement. Et les gens souffrent de ça. C'est ça. Oui. On est trop policé. On est trop... À vouloir rester comme tout le monde, voilà. Comme avant. C'est ça. On rentre en souffrance, là, parce qu'on n'est plus capable de s'adapter à ce qu'on a, nous, au fond, vraiment besoin. Oui. Je crois que c'est la chose la plus une des choses les plus importantes, l'adaptabilité. OK. Oui, parce que tant qu'on ne s'adapte pas, on n'est pas bien. Hein? Si on n'est pas adapté, forcément, on n'est pas bien. Puis on reste rigide. En étant rigide, on subit. Alors que si on reste souple, c'est un peu Ben, c'est la base de la résilience. Le chêne et le roseau. Voilà. Oui. S'il n'y a pas d'adaptation, il ne peut pas y avoir de résilience. Voilà. C'est impossible. Voilà. Donc, avant de parler de résilience... Il faut parler d'adaptabilité. Voilà. Et pour s'adapter, il faut de l'ouverture. Oui, vous savez... Et du recul. Dans un de mes romans, je parle de la guerre. Et puis, à un moment donné, les gens reviennent de la guerre, les hommes reviennent de la guerre. Et je dis, c'est beaucoup plus difficile d'accepter de ne plus avoir une jambe que d'apprendre à marcher sur une seule jambe.
Donc, on est capable d'apprendre beaucoup plus facilement le fait d'être amputé d'une jambe, mais c'est mentalement de savoir qu'on ne l'aura plus. C'est ça qui est le plus dérangeant pour la personne, qui fait le plus mal et qu'elle a le plus de difficultés à accepter. Donc, on a vraiment une résistance à accepter les choses telles qu'elles sont. Hein? Oui. Donc, comme je disais, il ne faut pas rester rigide, rester souple. En restant souple. C'est ce qui nous amène à avoir des distorsions avec la réalité phénoménale. On voit des gens qui vivent dans des choses, on se dit, waouh, mais comment ils... C'est parce que c'est pas ça du tout. Ils restent enfermés dans un système. Il faut qu'ils restent dans leur schéma et ils sont prêts à tout pour ça. Rester enfermés dans leur schéma, c'est impressionnant. Donc, moi, je suis contente parce que j'espère que les téléspectateurs vont avoir trouvé des petits repères pour aller vers le changement, aller vers l'adaptation et donc la résilience. Écoutez, moi, je suis très contente de cette émission. Je pense qu'elle arrive au bon moment dans ce que l'on est en train de vivre. Donc, je vous remercie beaucoup, Charlotte, pour ce bonheur que vous nous laissez espérer. Et puis, Ginny, c'est une occasion, messieurs, dames, de lire les livres, parce que c'est bien d'écouter les émissions, mais j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller découvrir ces livres qui sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. À l'association, elles sont disponibles également. N'hésitez pas, parce que au travers d'un roman, vous allez peut-être comprendre votre vie différemment, puis trouver des solutions et voir les choses différemment, c'est sûr. Ou au moins vous distraire et rêver et penser à autre chose. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. On remercie encore à la TVCL de nous accueillir régulièrement, tous les mois. Maintenant, c'est un rendez-vous bimensuel même. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter les livres des auteurs, à les acheter pour les encourager et soutenir notre belle littérature québécoise. Merci et puis à très bientôt.